Yvo Martinet va vous présenter, avant la prise de parole, que j'aurai le plaisir de modérer tout à l'heure, de Lionel Zinzou, accompagné de 2 étudiants qui viendront challenger Monsieur Zinzou. Donc, je vais tout de suite, afin de vous faire bénéficier de cette problématique et surtout des éclairages et des lumières que Yvon va pouvoir porter sur ce qu'il a appelé, avec d'autres personnes qui ont réfléchi à ses côtés, les déplacés environnementaux. Et comme le titre de sa réflexion le laisse entendre, il est effectivement grand temps d'agir. Et aux Ateliers de la Terre, quand on a choisi avec Georges, justement, on a décidé le temps du choix, on s'est dit qu'il était important que Yvon puisse venir témoigner, expliquer, exprimer son engagement pour ces déplacés environnementaux, dont vous savez que le nombre croissant n'est pas sans être, au-delà d'être inquiétant, préoccupant, devient dramatique. Voilà, donc à vous, cher ami Yvon. On va faire très simple, on va faire un petit quart d'heure de présentation, et puis après, il y aura 10 minutes de questions à la salle. Voilà, merci en tous les cas. Merci, bonjour à toutes et à tous. On va dire, la genèse de ce projet est évidemment très ancienne, puisque la question des réfugiés climatiques est très ancienne et la question d'un statut pour les réfugiés climatiques l'est à l'évidence. Mais nous avons voulu, quand je dis nous, c'est d'abord une initiative des juristes et plus spécifiquement des avocats, dans la grande tradition, on va dire, des avocats français, des juristes français qui ont, comme vous le savez, beaucoup travaillé durant toutes ces décennies sur les conventions internationales, proposer à la concertation un texte portant convention internationale créant le statut des déplacés environnementaux et non pas des réfugiés climatiques. Évidemment, je m'en explique dans quelques instants. Pourquoi avons-nous pris cette initiative l'année dernière, exactement il y a 1 an, jour pour jour, à l'occasion d'une manifestation où nous avions invité Marie-Hélène Aubert et l'ambassadeur français sur les questions climatiques, parce que nous avons on va dire la certitude que la question des déplacés environnementaux, qui est évidemment le prix de l'inaction des États et le prix, on va dire, à payer malheureusement cher des conflits, est une question suffisamment objective pour peut-être amener un consensus international là où la négociation énergie-climat est extrêmement, on va dire, contrainte et extrêmement compliquée. Nous sommes donc partis de l'idée que l'échec, notamment des 20 dernières années de la discussion autour des réfugiés climatiques, devait changer en principe le concept. Donc nous avons d'abord défini la notion de déplacé plutôt que réfugié. Le réfugié est en effet juridiquement une personne qui a une migration interétatique. C'est un prérequis, il faut un changement d'état. Un déplacé environnemental peut très bien être déplacé à l'intérieur de son état, dans une zone géographique très proche du lieu de vie qu'il doit quitter en raison du problème environnemental rencontré. D'autre part, la notion environnementale est plus large que la notion climatique. On le sait tous, les questions climatiques et le changement et le dérèglement climatique on va dire, entraînent des événements de moyen et de long terme. Ils sont issus eux-mêmes, ces événements, de pression humaine ou non sur, on va dire, l'ensemble, on va dire, des éléments de moyen et de long terme. On ne prend donc pas en compte, quand on parle de climatique, les catastrophes naturelles ni les catastrophes industrielles. Haïti, par exemple, est très clairement hors cadre si nous parlons de réfugiés climatiques, si nous parlons de déplacés environnementaux, nous parlons d'Haïti. La catastrophe de Fukushima est évidemment hors cadre quand nous parlons de réfugiés climatiques. Elle pourrait rentrer dans un cadre international si nous parlons de déplacés environnementaux. Ce n'est pas que sémantique, c'est aussi politique, vous l'avez déjà compris.
La notion de réfugié fait peur. Elle fait peur dans un monde qui a peur, dans un monde où les égoïsmes sont exacerbés, dans un monde où, finalement, on cherche à se renvoyer la balle, à la fois de la causalité, mais aussi du traitement des problèmes. Et donc, dans l'ambiance qui est la nôtre aujourd'hui, parler de réfugiés est évidemment un peu faire comme l'épouvantail. Avant même d'avoir entamé la discussion, on l'a bloqué. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé ces 20 dernières années, et c'est la raison pour laquelle, d'une part, le HCR et son secrétaire général, il y a quelques années, a dit très clairement que cette question intéressait le HCR, mais qu'il ne fallait pas la cantonner dans le mandat du HCR actuel, c'est-à-dire celui des réfugiés. D'autre part, que nos amis africains ont fait cette expérience extraordinaire au plan régional qui s'appelle la Convention de Kampala, où 42 États, il y a 2 ans, ont signé la première grande convention régionale portant statut équivalent du déplacé environnemental dont nous parlons, en particulier mettant en commun, il y a un premier bilan qui a été fait l'an dernier, fin de l'année dernière, mettant en commun les politiques de développement pour, comme disent nos amis anglais, essayer de mitiguer les impacts et les effets, on va dire, de ces événements climatiques ou environnementaux. Et puis enfin, l'initiative Nansen, que j'imagine vous connaissez tous, où la Norvège et la Suisse, partant du constat de l'échec de la négociation interétatique, ont mis sur la table et l'ont fait déjà dans 2 conférences régionales avec un objectif qui est octobre 2015 pour porter de manière, on va dire, interétatique, mais avec une méthode évidemment moins traditionnelle, cette question sous l'angle du déplacé environnemental. Donc on a regardé finalement les initiatives, la convergence de ces initiatives au plan intellectuel, mais aussi au plan politique et aussi au plan du calendrier, en se disant que le jalon de la COP 20 puis de la COP 21 organisée à Paris en décembre 2015 pouvait être absolument exceptionnel en termes, on va dire, de chance de passer un statut de cette nature-là, au moins en tout cas un pré-statut et une première ébauche de convention internationale. 2, en donnant évidemment à la signature française qui organise la COP 21 et à la France toute sa cohérence, sa légitimité, je le disais pour les juristes, du travail habituel des juristes français sur les conventions internationales, mais au-delà de la société civile française et du gouvernement français qui a clairement une signature diplomatique, une signature internationale sur les questions énergie-climat, on l'avait vu avec la diplomatie Borloo avant Copenhague, très différente et très consensuelle normalement. On l'a vu sur Nagoya où on a pu faire l'accord de la Convention biodiversité. Quand on est parti de ce prérequis, on a regardé évidemment l'objet. Des professeurs de droit très remarquables de l'Université de Limoges avaient déjà, M. Marguenot, M. Prière, avaient déjà travaillé sur un projet de convention extrêmement élaboré entre 2 universités, l'Université de Montréal et l'Université de Limoges. Mais nous nous sommes dit que finalement, il fallait présenter un projet qui soit à la fois simple, accessible aux non-juristes, et je dirais surtout aux non-juristes, et permettant une concertation véritable, un enrichissement progressif, une sophistication progressive du projet de convention. Donc ne soyez pas étonnés de voir une convention qui fait 4 pages, enfin 5 exactement avec la partie introductive, qui donne des définitions assez simples et qui fait des choix d'utiliser, on va dire, des institutions existantes pour la mise en œuvre potentielle de cette convention. Pour permettre la concertation, pour qu'à partir d'aujourd'hui, de ce lancement, je remercie vraiment les Ateliers de la Terre d'avoir positionné ce sujet aujourd'hui et d'avoir pris ce relais, car il était évident que les juristes ne pouvaient pas garder ça pour eux. Et d'ailleurs, je suis ravi d'aujourd'hui de vous le donner, ce projet, parce que ce n'est plus le projet des avocats ni des juristes, c'est le projet, j'espère, de toute la société civile et du Club France en particulier pour la préparation de la COP 21. Nous avons fait des choix simples. 1, des droits au déplacé environnemental de base,
immédiat, le droit évidemment à la santé, à un environnement plus sain que celui qu'il a quitté, au logement, bref, à des droits de base et un droit au retour. C'est un autre prérequis très différent de la notion de réfugié et de la Convention de Genève, qui existe depuis les années 50, où il n'y a pas de droit au retour. Par définition, il n'y a pas de retour possible. Alors que là, c'est un droit au retour. Et phase 2, si le retour n'est pas possible et si la réversibilité de la situation n'est pas envisageable, type par exemple, bien sûr, ce qui se passe au Groenland, ce qui se passe aux Maldives, ce qui se passe dans les États insulaires du Pacifique, quand le retour n'est pas possible, de conférer des droits civils et politiques de long terme, identiques à ceux de la Convention de Genève, mais dans un cadre qui, au départ, n'est pas du tout le même, qui est un cadre ad hoc, et qui, au départ, part du prérequis, si je puis dire, du droit au retour. Deuxième élément simple, le fonctionnement, je dirais, au quotidien de la Convention, via un secrétariat comme il y a un secrétariat dans toute convention internationale, via les États parties qui forment le Conseil, qui définit finalement si l'événement intervenu sur la planète rentre dans, on va dire, les critères de la Convention à venir. Pour ne pas s'auto-censurer, pour ne pas arriver à des situations, par exemple, celles que nous connaissons depuis des années en Afrique de l'Est, en Asie du Sud-Est, Haïti, pourquoi pas, où nous n'avons pas de cadre juridique parce que le cadre existant est trop contraint. Ici, les définitions de déplacés environnementaux sont suffisamment larges, les causes à la fois de long terme, immédiates car catastrophes naturelles ou catastrophes industrielles, sont suffisamment larges pour répondre au cas par cas sans être gêné par des définitions trop strictes. 3. Le management au quotidien sur le terrain, c'est le HCR. HCR qui a dit son intérêt depuis des années sur cette question, même si c'est hors de son mandat, qui a bien sûr la légitimité qu'on lui connaît depuis des années sur la question des réfugiés et qui a l'avantage d'exister, de ne pas créer une nouvelle institution, on va dire, per se. On a vu ce qui s'est passé il y a un an sur Rio+20 et la création de l'OME, à quel point c'est difficile de créer de nouvelles institutions. Ici, il n'y aurait pas de création d'une nouvelle institution, le HCR étant en charge du pilotage, si je puis dire, opérationnel et humain de la Convention. Un juge qui pourrait organiser le droit d'ingérence des États parties dans un État signataire qui ne ferait pas ce qu'il doit faire pour, on va dire, limiter ou tirer les conséquences de l'événement environnemental qui serait arrivé sur son territoire. Et qui permettrait, par une décision d'urgence, cette immixtion et cette intervention, on va dire, des États parties de la Convention et donc du HCR dans une situation qu'il ne voudrait pas gérer ou qu'il ne pourrait pas gérer et pour lequel il ne serait peut-être pas demandeur. Cette institution, c'est la Cour internationale de justice, celle de La Haye. Vous me direz, mais elle a été créée il y a presque 100 ans pour les conflits interétatiques. Il y a bien un problème, puisque le prérequis de la Convention, c'est justement qu'il n'y ait pas nécessairement de mouvement interétatique. C'est vrai. Pour autant, dans le statut initial de la Cour internationale de justice, quand on l'a créée il y a presque 100 ans maintenant, il y avait une chambre sur les questions environnementales qui n'a jamais fonctionné, mais qui est un élément de son statut de base. Donc on s'en sert. 2, on modifie le mandat de la Cour internationale de justice pour lui donner la possibilité de statuer, même s'il n'y a pas, entre guillemets, de conflit interétatique, mais il y en aurait un par définition entre les États parties, puisque l'État sur lequel serait intervenu l'événement ne serait pas en mesure ou n'aurait pas la volonté de faire ce qui doit être fait pour pallier aux difficultés rencontrées par la population. Et donc cette Cour internationale de justice, là aussi, avec une très grande légitimité internationale, une ancienneté et une compétence qui lui est reconnue, sans création donc d'une institution nouvelle, serait l'organe de régulation juridictionnelle ou quasi-juridictionnelle de la Convention. Je le dis
En 2 mots, la création, par exemple, d'une cour nouvelle, comme la Cour pénale internationale. Vous avez vu la Convention de Rome signée en 2000 et 1 milliard d'US$ après les résultats de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire des résultats très faibles au sens quantitatif, même si symboliquement l'existence de cette Cour est absolument formidable. Elle est immensément critiquée sur son coût et sur le rapport, si l'on peut dire, quantité-prix. Alors que la Cour internationale de justice ne pose pas de problème, elle existe. Et elle a fait ses preuves. Et dans son statut initial, il y avait bien quelque chose sur les questions, on va dire, environnementales. Et puis enfin, c'est l'idée que cette convention, elle peut être évidemment basée sur le modèle de la Convention régionale de Kampala, sur le modèle qui sortira de l'initiative Nansen. À cet égard, la France est devenue un État ami de l'initiative Nansen en février 2014, en même temps que Mme Aubert et le Quai d'Orsay mettaient à l'agenda français de préparation, même si ce n'est pas un thème du gouvernement français. Le gouvernement français n'endosse pas ce thème comme un thème du gouvernement, mais l'endosse comme un thème de concertation à mener, que la société civile doit mener et qu'elle doit porter là où elle pourra, pour qu'éventuellement l'agenda de la COP21 le mette vraiment dans le calendrier de discussion et de préparation finale. Et c'est important ce point-là parce que nous avons, avec cette convention, un modèle qui peut être un modèle, entre guillemets, partant de la société civile, rejoignant le modèle régional de Kampala, interétatique, le modèle qui sort de l'initiative Nansen, aussi interétatique mais partout dans le monde, et qui deviendrait peut-être un thème, ou en tout cas un document de référence, qui pourrait être la base du travail de la COP21 et de la sortie, on va dire, d'une signature à la COP21 de ce statut. Voilà pour la présentation et merci de votre attention. Merci beaucoup Yvon. Nous allons passer aux questions dans la salle. J'imagine et j'espère qu'il y a des questions quant à cette remarquable initiative. Il n'y a pas de questions. Eh bien, si, madame, au premier rang. Merci. Parallèlement à cette initiative, on sait que tout projet nécessite des changements de mentalité. C'est bien d'ailleurs en général là-dessus que les projets et les avancements de société freinent. Est-ce que, comment serait-il envisageable de préparer les populations, je ne sais pas, par des concepts et puis mettre en place ça dans les sociétés sur une notion plus forte de citoyen du monde qui permettrait d'accompagner et de ne pas avoir des réactions trop vives dans ces déplacements de population. Merci. L'objectivité et la réalité du problème, à mon avis, sera partagée. Quand le rapport Stern en 2007 sort et dit qu'il y aura 250 millions à l'horizon 2040-2050, personne n'y croit vraiment. Lorsque le rapport GIEC sort en mars 2014 et dit en gros que la photographie est en dessous de la réalité, j'ai l'impression, mais c'est ma perception, qu'en quelques années, on a quand même fait du chemin sur cette idée que ça, c'est objectif, c'est matériel, comme disaient les Anglais, et c'est absolument, on va dire, certain. C'est l'effet même, on va dire, de l'inertie ou du mouvement de l'inertie. Donc, je pense que la base, c'est-à-dire il y a 32 millions, 35 millions déjà, et il y aura ce nombre, on va dire, impressionnant de déplacés, me semble peut-être déjà partagé, j'espère. En revanche, ce qui n'est pas partagé, c'est comment on doit, on va dire, faire son affaire de ces questions. Et aujourd'hui, partout, regardez le cas de Kiribati, le citoyen de Kiribati qui a saisi le juge néo-zélandais de Christchurch, je crois, ou d'Auckland, je ne sais plus quel est le juge, d'une demande portant statut de citoyen néo-zélandais, ou en tout cas assimilé, du fait de la situation irréversible que son île connaît et que
on ne peut pas revenir en arrière, de l'île qui va évidemment sombrer. Le juge le refuse. Le juge le refuse en évoquant le fait qu'il n'y a pas de statut international. Le juge le refuse en disant « ce n'est pas la Nouvelle-Zélande, même si c'est un État voisin, et que ça se comprend que le citoyen Kiribati vienne nous voir, qui doit porter cela, parce que ce n'est pas la Nouvelle-Zélande qui est à l'origine directement, c'est le monde entier qui est à l'origine directement. » Donc, c'est effectivement une mutualisation du problème que demandent les États, à mon sens, et une gouvernance, on va dire, mutualisée en termes financiers et en termes, entre guillemets, méthodologiques et logistiques. Si c'est ça, ça c'est ma perception, j'ai l'impression que c'est ça le point qui achoppe. Si c'est ça le point, on le passerait, puisqu'ici, par définition, c'est bien l'ensemble de la communauté internationale, ou au moins des États signataires, qui managerait cette convention au jour le jour. Et puis, deuxièmement, le point qui achoppe, c'est les droits civils et politiques, où en gros on refuse l'idée, même encore aujourd'hui dans certains États, de la mise en œuvre de la Convention de Genève. La première fois que j'ai évoqué ça au barreau de Paris quand j'étais vice-bâtonnier, je l'ai fait avec l'Institut des droits de l'homme du barreau de Paris. Et les gens de l'Institut des droits de l'homme du barreau de Paris m'ont dit « Tu ne touches pas la Convention de Genève, tu ne rentres pas dans la Convention de Genève, c'est une boîte de Pandore sinon que tu ouvres et qui en gros 60 ans après son entrée en vigueur est toujours contestée par toujours les mêmes États, on les connaît. Hein. Donc si c'est ça le point, on le contournera, puisque le principe de base c'est le retour et qu'on est dans les droits civils et politiques seulement dans un deuxième temps quand on aura constaté le non-retour définitif. Et puis enfin, les populations elles-mêmes, ça j'avais été frappé, il y avait des journalistes remarquables qui avaient fait une série de petits films sur les premiers exemples, dont Maldives, dont Groenland, il y a quelques années. Et ce qui était frappant, c'est que les populations ne voulaient pas partir. Ce n'est pas qu'elles n'acceptaient pas le droit au retour, c'est qu'elles ne voulaient pas partir tout court, elles refusaient l'idée qu'elles devaient partir. À partir du moment où elles refusent l'idée qu'elles doivent partir, si on crée le principe du droit au retour, qui est un droit fondamental, on peut gérer, à mon avis, mieux, pas parfaitement, mais mieux, l'aspect psychologique, en quelque sorte, des bénéficiaires de la Convention. J'espère que ça sera une réponse de terrain, mais évidemment, c'est l'avenir qui nous le dira. Merci. Merci, madame. Madame Novak, une question. Et ce sera la dernière. Écoutez, je comprends et j'admire ce que vous faites pour les personnes déplacées dans ce cas-là. En même temps, je voulais vous poser la question, que fait-on des autres? Que fait-on des réfugiés politiques, des réfugiés économiques, tous ceux qui se trouvent dans des situations tout aussi dramatiques? Moi, je crois à l'effet de capillarité. Je suis sûr que si nous traitons les problèmes en même temps, de la même façon, nous allons dans le mur. C'est-à-dire que si nous essayons de faire rentrer les déplacés environnementaux dans le cadre des réfugiés politiques, des réfugiés économiques, nous n'y arriverons pas. En revanche, si nous y arrivons, c'est un peu tactique, hein, pardonnez-moi, si nous y arrivons sur les déplacés environnementaux, ce qui aura été vrai sur les déplacés environnementaux, par capillarité, entraînerait peut-être une dynamique sur on va dire, une mise en commun, une mutualisation des problèmes liés, évidemment, et qui sont interdépendants des problèmes environnementaux, des réfugiés politiques et des réfugiés économiques. Merci beaucoup, Yvon. Merci. On peut applaudir quand même Yvon Martinet. Merci. Merci beaucoup. Alors, on m'annonce que M.